Bonjour à tous. Donc, on va commencer cette nouvelle conférence sur les métiers de la transition énergétique et donc plus précisément dans l'éolien en mer. Alors, la présentation se structure autour de 4 thématiques. Donc, d'abord le parcours que j'ai suivi pour arriver où je suis actuellement. Après, on va parler un peu de l'éolien en mer en France, mes missions au quotidien et mon travail. Et ensuite, un temps pour échanger si vous avez des questions. Donc, mon parcours, moi, j'ai fait mon lycée, toutes mes études à Brest. D'abord au lycée à la Croix-Rouge. Ensuite, j'ai enchaîné sur une licence de droit, donc à la faculté de Brest. Je ne savais pas trop ce que je voulais faire. Et donc, je m'orientais plutôt dans des métiers liés à la gendarmerie et dans cette thématique-là. Donc, je me suis dit que le droit pouvait me servir, notamment si je voulais passer des concours. Et donc, ça pouvait m'ouvrir plusieurs portes, comme je n'étais pas sûre de ce que je voulais faire. Et ensuite, pendant les 3 années de licence, donc je réfléchissais au master que je voulais faire. Et j'avais pas trop d'idées non plus. Et ensuite, donc, j'ai toujours fait beaucoup d'activités en lien avec la mer. J'ai toujours grandi aussi près de la mer. Et donc, du coup, je me suis dit, autant essayer de lier ça avec une discipline qui me plaît. Donc, j'ai fait mes 2 ans de master en droit des activités maritimes. Donc, aussi à Brest. Et en France, il y a 2 masters spécialisés dans ce domaine qui sont à Brest et à Nantes. Donc, Brest, c'est sur les 2 années de master, alors que Nantes, c'est plutôt sur l'année en master 2. Et donc, j'ai fait mon stage de fin d'études à la région Bretagne, au sein de la direction des ports, à Brest. Et donc, je travaillais sur tout ce qui était gestion foncière du port et la gestion des titres domaniaux. Et donc, à l'issue de mon stage, et donc j'ai été diplômée en septembre 2021, j'ai été militaire pendant 1 an à la préfecture maritime de Cherbourg. Donc, c'était un volontariat dans le commissariat des armées. C'est une sorte de service civique, mais dans le monde militaire. Et c'était une super expérience. Donc, j'ai eu une formation d'1 mois à Salon de Provence, donc avec plein d'autres personnes. On avait tous des profils différents. Et à l'issue de cette formation, on a rejoint là où on devait aller travailler. Donc, pendant 1 an, j'étais à la préfecture maritime, où j'étais en charge de tout ce qui était instruction des occupations en mer territoriale ou en Z2, donc c'est un peu plus loin en mer. Et à l'issue de cette année-là, donc je pouvais rester au ministère des Armées en tant qu'officier sous contrat, mais je voulais pas forcément rester, et j'ai eu une opportunité pour rejoindre EDF Renouvelables. Donc c'était un métier assez similaire, mais dans le privé. Et donc désormais, je suis chef de projet usage et sécurité maritime. Donc je ne vais pas détailler ici en quoi ça consiste, on verra plus tard. Mais du coup, j'ai plutôt un bagage juridique. Et donc je suis plutôt juriste au sein de l'entreprise. N'hésitez pas si vous avez des questions, ou sinon vous pouvez les poser à la fin aussi. Donc l'éolien en mer en France. Donc en France, pour l'éolien en mer, c'est l'État qui choisit les différentes zones d'implantation des parcs éoliens. Ensuite, une fois que la zone est décidée, un appel d'offres est lancé. Et c'est l'État qui annonce qui est lauréat pour développer, construire et opérer le parc pendant entre 25 et 30 ans en mer. Et donc, le choix de la zone est fait par l'État en consultant les différents services concernés, donc ministère des Armées, la pêche, et qui sont historiquement les acteurs de la zone en mer. Et donc après, il y a des zones qui ressortent. Donc là, vous voyez la cartographie des projets, donc sur la façade Manche-Mer du Nord et Bretagne Nord. Donc bon, c'est pas forcément très clair de là où vous êtes, mais donc on a Dunkerque qui est au plus au nord, qui est en phase de développement. Donc là, on est dans toute la période instruction. Donc on a une demande d'autorisation en février 2025. Et donc là, on est dans la partie recours. Donc on attend là, on est plutôt sur la partie où donc on attend que les recours soient purgés pour pouvoir ensuite lancer la construction du parc.
Après, il y a donc Dieppe-le-Tréport. Donc ça, c'est un parc qui est détenu par Engie, qui est en phase de construction. Fécamp en opération. Et donc au large de Fécamp, les zones roses que vous voyez, c'est les zones prioritaires pour développer l'éolien en mer à horizon 10 ans. Nous, c'est ce qu'on appelle l'appel d'offres numéro 10, mais qui pour le moment n'est pas tout à fait lancé. Et après, donc en Normandie, donc c'est une zone où il y a pas mal de projets, avec en jaune, en orange, donc Courseulles-sur-Mer, qui est aussi en construction. Et en bleu, donc ce qu'on appelle Centre-Manche 1 et 2, c'est en phase de développement. Donc c'est tout ce qui est dossier de demande d'autorisation. Et donc après, en Bretagne, il y a d'autres projets qui sont aussi en cours de réflexion, donc à horizon 10 ans. Donc les projets en Bretagne Nord-Ouest, donc en face de la baie de Morlaix. Et donc après, à plus long terme, des études aussi pour 2050 avec Bretagne Grand Large, donc qui est quand même bien plus éloigné des côtes. Donc il y a pas mal de projets qui sont actuellement en cours de développement, de réflexion ou de construction, et d'autres qui sont en opération, comme aussi Saint-Nazaire qu'on peut voir en vert ici. Je vais y arriver. Hop. Et donc là, sur la façade atlantique, il y a d'autres projets aussi qui sont en cours de réflexion. Donc Oléron, qui a été pour le moment abandonné parce qu'il y a faute de concurrents. Et en Méditerranée, où là, on est aussi plutôt sur du flottant, alors que dans le nord de la France, on est plutôt sur du posé. Et donc, pourquoi développer l'éolien en mer? Donc, c'est une technologie qui émet moins de CO2 que d'autres. C'est un gisement important, donc le vent. Et le vent en mer est plus constant qu'à terre. Donc, ça, on a une meilleure production qu'à terre. Et donc... Et donc, alors là, c'est juste pour vous montrer. Ça, c'est donc EDF Renouvelable, qui s'appelle maintenant EDF Power Solutions. Ça, c'est l'ensemble des projets qui possèdent. Et donc, moi, je travaille essentiellement sur les projets français et qui se situent en Manche-Mer du Nord. Après, je peux être appelée pour travailler sur d'autres projets en support, ou s'ils ont besoin de notre point de vue, notamment sur des projets européens, donc Codling en Irlande, ou alors Taïwan aussi. Après, on a aussi des projets, pour le moment, qui sont mis en pause, qui sont aux États-Unis. Et sinon, on est plutôt présent au Royaume-Uni et en Europe. Et on a quelques projets aussi en cours en Asie. Et on essaye aussi de se positionner sur l'Australie. Donc, on est assez présent en Europe et dans le monde. Comment on développe un parc éolien en mer? Donc, il y a 3 grandes phases. Donc, la phase de développement. Ensuite, une fois que le parc est développé, on le construit. Et une fois qu'il est construit, vient l'exploitation et la maintenance. Donc, la phase de développement mobilise donc des personnes, surtout avec les services ingénierie, pour tout ce qui est l'installation des structures, le design des structures. Parce qu'il faut que les structures puissent résister à tous les intempéries, à tous les événements de mer. Après, il y a aussi un gros travail de concertation avec le territoire, les élus locaux. Donc ça mobilise pas mal de métiers et pas mal de personnes. Et ensuite, à terme, le but de la phase développement, c'est de déposer un dossier de demande d'autorisation et une étude d'impact. Donc en fait, où on qualifie l'impact que peut avoir le parc sur l'environnement. Et aussi, il y a beaucoup de discussions avec les banques pour financer le projet. Et donc, à terme, on transmet en fait au service de l'État un document qui doit faire à peu près 1000 pages. Et à l'issue, on a nos autorisations pour construire le parc. Donc, c'est l'autorisation de loi sur l'eau pour l'autorisation environnementale et une autorisation aussi pour construire. Et ensuite, vient la phase de recours qui dure à peu près 2-3 ans. Donc les délais ont été... Il y a eu des travaux avec les services de l'État pour réduire les délais de recours. Et une fois que les recours sont purgés, on peut passer à la construction. Donc c'est la partie dans mon travail, en tout cas, qui est la plus stimulante. Donc il y a beaucoup de navires sur zone, beaucoup de personnes qui travaillent, de toutes les nationalités.
Et donc là, on vient vraiment installer en mer. Donc ça demande beaucoup de... il y a beaucoup d'opérations en même temps, donc il faut être assez présent. Et donc ça peut aller plus ou moins vite selon les technologies qui sont employées, notamment pour le forage. Et ensuite vient donc l'exploitation et maintenance. Là, c'est des équipes beaucoup plus réduites. On est à une centaine de personnes par parc. Et après, le parc est lancé et donc il produit. Donc là, c'est de la maintenance préventive ou corrective si besoin. Il y a, pendant toute la période de construction et d'exploitation, on a beaucoup de suivis environnementaux. Et donc ça mobilise encore pas mal de métiers pendant la maintenance. Donc pour la partie construction d'un parc éolien en mer, donc d'une part il y a la construction des composants à terre, donc fondation éolienne sous station, et l'installation ensuite en mer. Et c'est la partie installation en mer qui mobilise sur le plan d'eau. On peut être à peu près à 1000 personnes à travailler en même temps pour installer les structures. Donc, on retrouve donc des fondations. Donc là, le poste électrique en mer, qui est sur une fondation de type jacket, donc c'est un tri métallique, et les éoliennes. Et après, chaque éolienne est aussi reliée par un câble interéolien. Et donc ça, c'est vraiment ce qu'on vient mettre en mer pour produire de l'électricité. Donc, d'abord, il existe les fondations flottantes. Donc ça, c'est ce qu'on retrouve surtout en Méditerranée, en Bretagne et aussi en certaines parties de l'Atlantique. Donc on choisit cette technologie quand les profondeurs d'eau dépassent les 50 mètres. Et, c'est plus facile de mettre du flottant. Donc il existe plusieurs supports. Donc soit des supports barges à ancrage à ligne tendue et ensuite différents types d'ancrage. Donc ça, c'est ce que vous pouvez retrouver, par exemple, Bretagne Sud, ça sera un parc éolien flottant, donc au large de Groix-Belle-Île, ou alors en Méditerranée. Et ensuite, donc les fondations posées, ça c'est ce qu'on retrouve le plus couramment, notamment dans la Manche. Donc il y a 3 types de fondations, donc soit le monopieux, comme à Saint-Nazaire, la fondation de jaquette, comme à Saint-Brieuc, ou les fondations gravitaires. Donc ça, on retrouve ça par exemple dans le parc éolien en mer de Fécamp. Et donc là, vous voyez un navire grue qui pose justement une fondation gravitaire. Par exemple, à Fécamp, il nous a fallu uniquement 2 mois pour poser les 71 fondations. Donc c'est très facile, enfin très facile. C'est beaucoup plus rapide et donc ça permet d'avoir une construction qui est beaucoup plus courte. Et donc ensuite, une fois que les fondations sont posées, on vient installer les câbles interéoliennes. Donc là, vous voyez par exemple, c'est le schéma du parc éolien en mer de Fécamp. Donc tous les éoliennes sont alignées. Donc ça, c'est pour des raisons notamment paysagères, pour que selon où on se situe, il me semble que là, c'est Étretat. En fait, on voit juste une seule ligne d'éoliennes. Et après, elles sont aussi alignées dans l'axe des courants. Ça, c'est pour la pêche, parce qu'on peut pêcher dans les parcs éoliens en mer. Et donc, c'est pour faciliter leur navigation et leur trait de pêche quand ils pêchent. Et donc, tous les projets ont des éoliennes qui sont à peu près alignées pour ces raisons-là. Et il y a à peu près 1 kilomètre d'écart entre chaque éolienne aussi. Et donc, chaque éolienne est regroupée par grappe de 6-7 éoliennes. Et ensuite, tous les câbles sont regroupés vers le poste électrique, où là, l'électricité est transformée. Elle est ramenée à terre par les câbles d'export qui, eux, sont installés par RTE. Et qui ensuite redistribuent le courant sur l'électricité à terre. Et donc, les câbles sont enfouis pour permettre notamment la pêche. Et si jamais on ne peut pas les enfouir pour des raisons techniques, on vient mettre soit des sacs de roches, des enrochements ou des matelas béton pour les protéger et aussi sécuriser la pêche. Donc les techniques soit de matelas béton ou d'enrochement, donc ça, souvent on s'adapte à ce que nous demandent les comités des pêches sur zone. Et donc comment on installe un câble interéolien ? Et c'est aussi avec un navire. Donc là, l'instrument que vous voyez, c'est une trancheuse qui est posée sur le sable, qui vient trancher un trou. On pose le câble et ensuite les sédiments reviennent naturellement se poser par-dessus pour recouvrir le câble.
Et donc du coup, l'intégralité des câbles interéoliennes sont présentes sur le bateau et on les déroule. Et donc ça va assez vite. Et donc soit c'est avec une trancheuse ou selon la nature du sol, sinon par jetting. Donc c'est comme un jet d'eau hyper puissant qui vient trancher le sol. Et donc une fois que les fondations et les câbles interéoliennes sont installés, on vient installer les éoliennes. Donc les éoliennes, celles qu'on installe actuellement, elles font à peu près 7-8 mégawatts. Et elles font, si vous alignez le mât et la pale, elles font 180 mètres en bout de pale. Et donc, donc les navires peuvent transporter 4 éoliennes complètes à la fois, donc 4 mâts, 12 pales et 4 nacelles. Et donc le navire vient se poser à côté de la fondation qui a été préalablement posée, et vient poser le mât, la nacelle et les 3 pales. Et donc il faut compter à peu près 24 heures pour installer une éolienne. Et ensuite, il part à une nouvelle position. Et une fois qu'il a installé les 4 éoliennes, il revient au port rechercher les 4 mâts et il refait cette opération. Et donc, c'est des navires, ça s'appelle des jack-up vessels, donc des navires auto-élévateurs. Et ça leur permet de ne pas être soumis aux contraintes liées à l'état de mer, mais uniquement à celles liées au vent. Et donc, parce qu'ils sont en fait au-dessus de la mer. Même quand il y avait les tempêtes en 2023 ou cet hiver, ils n'ont pas besoin de rester au port, ils restent sur leurs jambes. Ils ne travaillent pas, mais ils attendent que ça passe. Et après, ils reprennent le travail. Donc là, c'est l'exemple d'une éolienne. Donc ça, c'est Saint-Nazaire. Donc c'est le phare de la Banche à droite. Et donc, ça peut paraître assez grand. Donc on est à 180 mètres en bout de pale et les prochaines éoliennes qui arriveront et qui seront installées feront approximativement entre 250 à 300 mètres. Donc, mais du coup, il y en aura moins. Donc, parce que plus une éolienne est grosse, plus elle produit. Et comme on est sur des parcs à peu près similaires, on en aura besoin de moins. Parce que là, à Saint-Nazaire, on est à 80 éoliennes. Fécamp, on est à 71. Courseulles, on est à 64. Et donc, on aura des parcs qui produiront plus, mais avec moins d'éoliennes. Mais elles seront plus grosses. Et sinon, on a le poste électrique. Donc, pour les premiers parcs, EDF, par exemple, était aussi responsable du poste électrique. Et pour les futurs, c'est la responsabilité de RTE désormais. Et donc, là aussi, on a les premiers postes électriques qui faisaient à peu près 30 mètres sur 40. Et là, les nouveaux, on est à plus de 100 mètres parce qu'il y a une modification. Le courant est transporté en courant continu pour les nouveaux parcs, alors que pour les anciens, il est en courant alternatif. Et donc, du coup, il y a plus de processus sur la transformation dans les transformateurs. Et donc, du coup, ça nécessite des plus gros postes électriques en mer. Donc ça, c'est quasiment tous les navires que vous pouvez retrouver sur les parcs éoliens. Donc les navires auto-élévateurs. Après, ça, c'est la Sleipnir, c'est un navire grue. Donc qui peuvent porter plusieurs tonnes de matériel. On a tout ce qui est navire de soutien, de support. Donc eux, ils viennent par exemple préparer les fondations. Donc à bord, il y a les équipages, mais aussi des techniciens qui viennent travailler sur les fondations ou dans les éoliennes. Et donc, en fait, ça leur permet de dormir à bord du navire. La journée, ils sont amenés par le navire sur les fondations ou là où ils doivent travailler. Et après, le soir, le navire vient les récupérer avec une passerelle, tout simplement. Et sinon, on a aussi les crews transfert vaisselle, les navires de transfert de passagers. Et donc, eux, ils partent le matin à quai. Ils viennent déposer les travailleurs et après, ils les bougent de fondation en fondation. Et le soir, ils rentrent à quai. Il n'y a personne qui dort sur les structures. Donc, en phase construction, ça arrive que les personnes dorment sur les bateaux et notamment sur les navires supports. Mais en phase opération, c'est que du travail à la journée. Les techniciens, ils partent le matin et ils rentrent le soir. Et on ne travaille pas non plus de nuit, uniquement de jour. Et après, selon les sites, on peut travailler 7 jours sur 7, enfin du lundi au dimanche. Et sinon, du lundi au samedi, c'est des rythmes assez particuliers, en travaillant pas mal de jours d'affilée, et ensuite du repos pendant une longue période.
Et en phase construction, les horaires, souvent, c'est 2 semaines de travail, 2 semaines de repos. Donc ça, c'est les différents métiers qu'on peut retrouver. Donc il y a vraiment pour tout niveau, et donc du CAP au bac plus 5. Donc notamment pour tout ce qui est la construction de tous nos équipements. Donc on a besoin de tout ce qui est peinture industrielle, métallurgie. On a aussi des logisticiens dans nos bases de maintenance. Et d'ailleurs, il y a un poste qui vient de s'ouvrir dans le Calvados. Et on a tout ce qui est travaux maritimes et portuaires, notamment sur nos sites d'assemblage. Ensuite, on a au niveau bac plus 5, on a tout ce qui est les métiers maritimes. Donc pour tous les navires, on a besoin de capitaines, de matelots, de chefs mécaniciens. Et ensuite, pour toute la durée de vie d'un projet, ça mobilise beaucoup de métiers. Donc que ce soit du HSE pour tout ce qui est hygiène, sécurité, environnement, la concertation, des gens qui ont fait de la finance, de l'ingénierie, de la communication, des assurances. Donc en fait, il y a vraiment tous les métiers on a besoin de tous les métiers pour organiser un projet. Et donc après, pour la partie maintenance, là oui, on a besoin aussi des profils des électriciens quand même. Et on a beaucoup de travail sur corde aussi. Donc là, on fait appel à des cordistes pour refaire même de la peinture sur les fondations ou pour faire du travail en hauteur. Et aussi des personnes qui ont fait des études liées à l'environnement pour tout ce qui est suivi environnemental. Et donc du coup, sur un projet, on est quand même... Ça, c'est juste pour vous donner une idée. Ça, c'est l'organigramme d'un projet. Donc en haut, on a le directeur de projet, et ensuite on a vraiment toutes les fonctions support avec HSE, donc tout ce qui est contrôle de projet, tout ce qui est tout ce qui est concertation avec le territoire, le secrétariat général pour tout ce qui est la vie du projet, voilà. Et après on travaille par lot. Donc il y a un lot qui va gérer que les éoliennes, un lot que les fondations, et un lot que les câbles interéoliennes, et un lot qui va gérer la sous-station. Et en fait, pareil, au sein de chacun de ces lots, on retrouve tous les métiers, donc HSE, contrôle de projet, tout ce qui est qualité, donc aussi les équipes de contrat, d'achat, finance. Et donc, on est à peu près par projet, on doit être 150 personnes mobilisées. Et chacun est à sa place. Et c'est un métier qui est quand même très masculin, mais il y a quand même des femmes. Et donc on a des ingénieurs, des personnes qui ont fait de la science politique, la biologie marine. On a vraiment de tout, et chacun trouve sa place. BTS tourisme, gestion. Donc on est quand même quelques femmes au sein des projets. Et donc moi, ce que je disais tout à l'heure, je suis en charge de la sécurité maritime des parcs éoliens. Donc on est 2 chez EDF Renouvelable à avoir cette fonction. Et donc on s'est réparti les postes par façade. Donc je gère la Manche-Mer du Nord, oui, et mon collègue l'Atlantique et la Méditerranée. En fait, on s'est réparti comme ça. C'est lié aux préfectures maritimes qui sont sur les différents sites. Et donc j'ai des missions très variées. Donc je suis juriste initialement, mais je ne fais pas du droit à longueur de journée. Donc j'ai un volet réglementaire plutôt pour le support aux équipes construction, un volet opérationnel, donc je me déplace beaucoup. Normalement je suis basée à la Défense, mais je passe beaucoup de temps sur le littoral. Et j'ai aussi la gestion de crise, donc avec la réalisation d'exercices de crise, avec les services étatiques ou juste au sein des projets. Et puis après, la rédaction et l'analyse des risques, notamment sur le trafic maritime, pour quand on répond à des appels d'offres. Et puis je participe aussi, j'aide pour la concertation. J'interviens aussi pour auditer des navires. Donc en fait, aucune journée se ressemble vraiment. Et c'est ça qui est intéressant. Donc le volet réglementaire, ça peut être aussi bien au point de vue au niveau national avec les ministères, parce que c'est une matière qui est assez nouvelle et tout n'est pas encore cadré. Donc dès qu'on a des besoins, on les fait remonter. Et après, on travaille avec
avec les différents ministères concernés pour qu'on trouve un équilibre qui aille à tout le monde. Et après, on a aussi au niveau plus local, donc là, par exemple, c'est la réglementation au sein des parcs éoliens en mer. Et donc là, on travaille avec l'ensemble des usagers de la mer. Via des commissions nautiques locales, la préfecture maritime et tous les usagers de la mer, on se réunit tous autour de la zone et on échange sur qu'est-ce que chacun veut ou peut ou souhaite vouloir faire dans le parc. Et à la fin, on arrive à peu près tous à se mettre d'accord. Et la préfecture maritime édicte un arrêté qui vient cadrer l'ensemble des usages dans le parc. Donc il y a souvent ce processus se met en place 2 fois avant la construction. Parce que comme on a beaucoup de navires, là soit on ferme l'intégralité du site d'un coup, ou alors on ferme par atelier de chantier pour pouvoir laisser la navigation ouverte et l'ensemble des activités aux différents usagers de la mer. Et après, en phase d'exploitation, c'est un peu différent. On sait à peu près comment ça va être, parce qu'il y a des notes du ministère de la mer qui sont sorties. Et donc, on essaye d'avoir une réglementation qui est harmonisée surtout au niveau national pour que ce soit plus simple pour tout le monde de comprendre. Et donc, on retrouve des principes de base qui sont une interdiction de navigation à 50 mètres d'une éolienne, une interdiction de navigation pour les navires de moins de 25 mètres avec une vitesse maximum à respecter. Et donc, ça, c'est aussi nous qui mettons ça en place avec l'État. Et donc, ça prend comme pas mal de temps. Mais pour le moment, tout se passe plutôt bien. Donc voilà. Après, dans mon métier, ce que je disais tout à l'heure, on a des autorisations pour construire le parc et des autorisations avec des obligations. Et on a des obligations en matière de sécurité maritime avec l'installation notamment de certains équipements. Donc, je dois m'assurer que ces équipements sont bien installés, qu'ils sont fonctionnels. Et donc, on a notamment des radars, des stations VHF, une station VHF et des caméras donc, qui sont installées. Donc là, par exemple, c'est des caméras et aussi, on a l'obligation de pouvoir donner le contrôle. Donc le CROSS, donc c'est le centre de secours, peut prendre le contrôle à distance de nos caméras dans le parc s'il y a une urgence, pour aussi qu'ils puissent suivre l'événement. On peut voir un humain à plusieurs kilomètres. Et donc c'est des caméras avec un bon zoom. Et c'est assez utile pour surveiller dans le parc aussi. Si jamais il y a un navire qui vient s'amarrer à une échelle ou autre. Donc on a des radars aussi. On en a 2 pour le moment par parc. Et donc, parce que comme vous voyez, les éoliennes peuvent créer un masquage. Et donc, pour les sémaphores, on redonne toute la donnée des radars qui sont installés à la Marine nationale pour qu'ils puissent voir à l'intérieur du parc. Je dois aussi me contrôler que le balisage maritime et aérien est bien installé et correct et correspond à la réglementation. Et pour cela, je m'appuie beaucoup sur les centres de coordination maritime. Donc chaque projet a son centre de coordination maritime. Donc ils gèrent les accès au site pour l'ensemble des travailleurs, parce qu'il y a besoin de beaucoup de formation, de différentes habilitations, et ils contrôlent que le navire est en règle. Après, c'est eux qui surveillent vraiment le parc et qui sont aussi l'interface des services d'urgence en cas de problème, donc notamment les CROSS si vous connaissez. Et ils contrôlent aussi, tous les éoliennes ont énormément d'alarmes. Et dès qu'il y a un problème, ça intervient sur leur écran. Et comme ça permet de pouvoir intervenir dès que possible. Et donc c'est eux aussi qui ont les plannings de maintenance des différentes structures. Donc c'est ce que je disais. Donc on a aussi, on doit faire en sorte que la construction et les opérations se passent sans accident. Donc il y a beaucoup d'analyses de risques qui sont menées. Et ensuite, donc, il y a beaucoup de formations, d'habilitation à avoir, énormément de pays. Et donc ensuite, il y a aussi de l'entraînement avec des exercices en mer. Et les travailleurs et les techniciens, ils sont ni marins ni gens de mer, mais ils bénéficient du dispositif d'aide médicale en mer, c'est-à-dire que s'il y a un problème en mer, on peut s'appuyer sur tous les services de secours comme des marins et l'État peut intervenir en amenant des hélicoptères. Donc on bénéficie un peu de la même protection que les marins dans le cadre de l'aide médicale en mer. Et donc, sur le volet gestion de crise, donc on rédige
j'ai la responsabilité de rédiger un plan d'intervention maritime qui est validé par le préfet maritime. Donc on y décrit dedans les activités, on fait encore une analyse des risques et il y a des scénarios à forte probabilité d'occurrence qui sont dégagés. Et en fait, ce document vient apporter la réponse opérationnelle. Et en fait, tout le monde sait, que ce soit les personnes du projet ou les services d'urgence qui doivent intervenir, comment il faut intervenir et comment on fait en cas de problème dans le parc éolien, que ce soit un incendie sur une structure, un blessé, un navire en avarie dans le parc. Et donc ça permet de réduire les risques. Et donc on a aussi un volet donc exercice en mer. Donc soit on fait des exercices sur table, papier, donc c'est un peu plus simple à organiser où on simule tout. Et donc en fait ça fait surtout travailler les équipes. Et sinon on essaye de faire régulièrement aussi avec les services de l'État sur différentes thématiques, des exercices de crise au sein des parcs éoliens en mer. Et là par exemple en 2023 on en avait fait un à Fécamp, un scénario un peu catastrophe où la préfecture maritime avait affrété un tanker. Et on avait simulé qu'il venait s'encastrer dans le poste électrique en mer. Donc ça créait une pollution, des blessés sur le poste électrique et un navire à désencastrer. Et donc c'était assez stimulant. On a appris beaucoup de choses. Et sinon, on fait pas mal d'exercices avec le SAMU maritime aussi, sur tout ce qui est évacuation de travailleurs qui pourraient se blesser dans le parc. Et aussi avec la SNSM. Donc on essaye de faire participer un peu tout le monde. Et donc c'est aussi bien formateur pour nous que pour eux. Et donc on peut lancer la vidéo. Donc ça c'est une vidéo qui a été faite par la préfecture maritime suite à un exercice qu'on avait fait ensemble dans le parc éolien nord de Fécamp. Pour exercice, nous avons un navire cargo qui est entré en collision avec la sous-station du champ éolien offshore de Fécamp. Alors l'exercice Nord 2023, c'est un exercice Orsec maritime qui imagine une catastrophe dans un parc éolien et en particulier dans une sous-station électrique, c'est-à-dire la partie qui relie le champ éolien, l'ensemble des éoliennes, à la terre via un câble. Et toute la production d'électricité transite par ce câble. Donc on imagine une catastrophe sur cette sous-station. J'ai pas aussi donc personnel pompier déposé sur la station. Il y avait plusieurs phases. La première, ça a été une phase de dérive d'un bateau. Et en fait, la deuxième, c'était une collision avec ce bateau qui entraînait un incendie sur la sous-station. Et donc là, il a fallu évacuer la sous-station. Il a fallu, avec donc ce qu'on appelle des urgences absolues, mais enfin des blessés très graves, il a fallu les évacuer par la mer, par l'air. Il a fallu lutter contre la pollution. Et ça, c'était la deuxième phase. Voilà. Et l'après-midi, on a fait une phase plus anti-pollution, donc au sein du champ éolien, et ça c'était une première en France. Et là on regarde, là aussi troisième phase, comment on manœuvre à l'intérieur du champ. La particularité, c'est tous les obstacles que représentent les éoliennes, avec des distances qui ne sont pas énormes. On parle de en moyenne 0,6 000 entre les éoliennes, ça fait un peu plus de 1000 mètres à la louche. Et donc le but, voilà, c'est d'évoluer avec ces obstacles, sachant que lorsqu'on remorque, souvent le navire remorqué peut partir d'un bord sur l'autre, les longueurs de remorque peuvent être assez longues. Et là, le but de l'exercice, justement, c'est de remorquer très très court pour éviter que ce bateau parte et le brider aussi avec l'autre remorqueur qui se met derrière pour garder le maximum dans l'axe de la baie et pour avoir un convoi très court et manœuvrant. Alors, la finalité d'un tel exercice, c'est de savoir si on est prêt au pire et de se préparer au pire. On dit souvent, entraînement difficile, guerre facile. Bon, là, on a imaginé l'apocalypse. Le pire, c'est-à-dire, vous avez un pétrolier qui est à la dérive, qui heurte la sous-station, vous avez un incendie, beaucoup de blessés, il faut évacuer, et là, il faut agir à la fois dans l'antipollution, il faut désencastrer ce bateau, il faut évacuer toutes ces personnes, et tout ça avec un nouvel acteur. Voilà, donc la finalité de cet exercice, c'est de s'assurer qu'on est prêt à ça.
Donc cet exercice a été quand même assez long à organiser et en fait ça a mobilisé à peu près 200 personnes. 200 personnes et donc c'était très intéressant. Mais donc c'est un peu mes missions au quotidien, donc il n'y a pas une journée qui se ressemble. Et donc c'est riche et varié et donc mes interlocuteurs principaux au quotidien restent quand même la préfecture maritime avec qui on coordonne l'ensemble de ces activités. Et donc, si vous voulez, il y a 2 vidéos sur YouTube. Donc la première qui parle plutôt du développement d'un parc éolien et après la deuxième du métier de technicien de maintenance avec Nicolas Errand qui travaille donc chez nous et qui était initialement technicien sur les éoliennes à terre qui est passé sur les éoliennes en mer. Donc je vous laisserai les voir, elles sont un peu longues. Mais voilà. Non, c'est bon. Et donc, n'hésitez pas si vous avez des questions ou si vous voulez en savoir plus sur certains sujets. Je voulais savoir le plus ancien parc du éolien, en fait. Son âge aujourd'hui, c'est... En France ou Oui, en France. C'est Saint-Nazaire qui a été qui est en activité depuis 2021. C'est 2021. Oui. Donc les projections à 25 ans, là, vous avez estimé à 25 ans, vous avez dans la maintenance, par exemple, parce qu'on entend des fois dire que les pales s'usent un peu plus vite que prévu avec l'air salin. Là, tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Non. En tout cas, tout est bien surveillé, mais on n'a pas de soucis particuliers à remonter sur ce point de vue. D'accord. Et dans le reste du monde, on a un peu une expérience de d'autres parcs plus anciens. Par exemple, au Danemark, ils commencent déjà à démanteler leur premier parc éolien. Donc, oui, on a du retour d'expérience sur les autres parcs, en tout cas à l'étranger. Mais voilà. D'accord, merci. C'est une question ? D'autres questions ? Moi, j'en ai une. C'est-à-dire que pourquoi est-ce que les parcs s'installent beaucoup sur la façade, plus rapidement en fait sur la façade nord et bretonne? Est-ce que c'est lié au vent et surtout, est-ce qu'il y a de l'emploi en Bretagne et sur quel métier? Sur la localisation des parcs, ça ressort d'études qui ont été faites sur déjà où on peut déjà où il y a du vent et où c'est technologiquement possible d'installer un parc. Et là, faut que tous les usages puissent cohabiter. Donc c'est là où c'est pour ça qu'il y en a pas mal sur la façade parce que c'est aussi un endroit où il y a pas mal de vent. Et donc c'est pour ça qu'il y en a plus en Normandie. Mais après, il y en a pas mal aussi en Méditerranée, ça commence à arriver. Et oui, après, il y a de l'emploi dans ce secteur-là. Parce qu'en fait, on a des opérations au quotidien. Et donc, on a besoin de tous les métiers. Et donc et surtout en local, au niveau de là où il y a les parcs. Est-ce que ça veut dire qu'il y a aussi besoin de métiers techniques de l'industrie, par exemple, ou de la navale, pour anticiper la construction des éoliennes ? Un parc éolien, donc c'est quand même beaucoup de moyens nautiques. Donc on a besoin que ces moyens nautiques soient armés par du personnel. Donc déjà, il y aura des besoins en matière de matelots et de capitaines de navires. Et ensuite, faut fabriquer aussi les composants. Donc, par exemple, il y a l'usine, nos pales ont été fabriquées au Havre. Et donc, du coup, ça demande, il y a à peu près 1000 personnes dans l'usine. Donc, pareil, il faut des personnes, faut trouver du monde. Et on essaye autant que possible de construire l'ensemble de nos structures, nos mâts, nos pales, nos nacelles, au niveau local. Si c'est pas possible, on regarde au niveau national. Si c'est pas possible, au niveau européen. Et après,
on s'éloigne de plus en plus. Mais du coup, il y a forcément des besoins, en tout cas d'un point de vue technique et aussi ingénierie, pour la construction des équipements. Merci à tous.